Que faire des Français et de leurs familles qui font partie de l'État islamique et qui sont détenus en Syrie? La question hante depuis de longs mois les autorités françaises qui, jusqu'à présent, laissaient les autorités locales gérer le problème. Mais depuis l'annonce, fin décembre 2018, du retrait prochain des troupes américaines présentes en Syrie, le rapport de force sur le terrain pourrait être redessiné en profondeur et rendrait la gestion de ces prisonniers extrêmement difficile pour les autorités locales. Romain Caillé, bonjour. Bonjour. Vous tenez un blog sur Libération intitulé Djihadologie et vous êtes chercheur et consultant sur les questions islamistes. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi le retrait des troupes américaines en Syrie pose tant de problèmes? Eh bien, parce que le retrait des troupes américaines, il va fragiliser leurs partenaires en Syrie, c'est-à-dire les IPG, les forces démocratiques syriennes, une coalition de groupes arabes et kurdes pour la composante kurde plutôt proche du PKK, mais qui est pro-américain, qui est une composante pro-américaine, pro-occidentale, et donc qui, pour le moment, gérait les prisonniers djihadistes dans le sens des intérêts américains et des intérêts des Européens. Donc c'était plutôt pratique pour les Occidentaux, notamment les Européens, de se dire finalement nos djihadistes ils sont détenus par nos alliés qui s'en occupent et qui ne posent pas de problème, autant qu'ils restent là-bas, loin de chez nous. Donc maintenant que la pérennité du territoire contrôlé par les IPG est menacée, se pose la question du devenir de ces djihadistes. Alors effectivement, le premier réflexe qui vient, c'est notamment à l'idée de l'opinion publique, c'est de dire finalement, on va les laisser se faire tuer par le régime de Bachar el-Assad, qui va les reprendre. Mais c'est probablement pas comme ça que ça va se passer. Je rappelle que des évasions de djihadistes, on n'a jamais vu ça en France. Mais par contre, au Moyen-Orient, au Yémen, au Liban, en Irak, c'est quelque chose de courant. Je rappelle que Peter Sherif, qui a refait parler de lui récemment parce qu'il avait été arrêté à Djibouti, avait été un vétéran du djihad irakien et avait été condamné à 15 ans de prison en Irak. Au bout de 3 ans, il s'est évadé. Là, qu'est-ce qui se passera s'il y a des dizaines de djihadistes français qui ont une expérience terroriste, qui s'évadent et qui disparaissent dans la nature et qui rejoignent des groupes djihadistes sur le territoire syro-irakien. Ensuite, c'est pas parce que Bachar el-Assad, dans l'hypothèse où il reprendrait le territoire contrôlé par les IPG, capturerait ou mettrait la main sur ces djihadistes, qu'il les exécuterait forcément. Il faut bien se rappeler qu'il y a actuellement un contentieux entre les services français et les services syriens. Donc les services syriens, ils veulent se venger. Alors c'est très possible qu'ils instrumentalisent ces djihadistes. Alors ils pourraient en ramener certains sur les plateaux télé syriens en train de tenir un discours complotiste en disant par exemple la France nous a aidés ou etc. Ce qui nourrirait en France les discours complotistes basiques anti-gouvernementaux. Ils pourraient aussi se servir d'eux, comme l'ont déjà fait les services syriens dans le passé, c'est-à-dire relâcher les djihadistes quand ça sert leur intérêt, et au moindre conflit avec la France, ils pourraient parfois relâcher certains djihadistes qui, on reviendrait donc au même scénario que dans le cas d'une évasion, menaceraient les intérêts français. Et encore une troisième hypothèse, ça serait que le territoire qui est contrôlé par les IPG tombe non pas dans l'escarcelle du régime de Bachar el-Assad, mais sous domination de la Turquie et de ses alliés syriens parmi les rebelles. Là encore, ce serait fort possible que ces acteurs se servent de ces prisonniers contre la France dans le cadre de différents conflits ou différents conflits d'intérêts géopolitiques notamment la Turquie pourrait avoir avec la France. Alors justement, quelle solution a la France dans cette histoire, surtout quand on sait que le retour éventuel de détenus français en Syrie concernera environ 130 personnes? Alors il n'y a pas de bonne solution, c'est clair, et c'est clair aussi que malgré ce qu'on vient d'expliquer et que le pragmatisme pousse à les reprendre, c'est quelque chose c'est un coût politique très élevé, et je le disais encore il y a quelques mois, c'est quasiment un suicide politique pour un représentant, un leader politique en France, de dire qu'il est pour le retour des djihadistes français. Imaginez que l'un d'entre eux fasse un attentat, tout de suite après, on accusera ceux qui les ont rapatriés d'être responsables de cet attentat. Par contre, si un djihadiste s'évade, il y a beaucoup plus de chances qu'il cherche à vouloir nuire aux intérêts français, mais jamais on reprochera à ceux qui les ont laissés là-bas de les avoir laissés là-bas. Dans les deux cas, il y a un risque d'attentat,
Simplement, dans le cas où on les rapatrie, là, les responsables politiques qui ont décidé de leur rapatriement seront accusés. Dans le cas où ils ne font rien, ils ne seront pas accusés. Mais pourtant, il y a beaucoup plus de probabilité qu'ils soient dangereux contre les intérêts français dans le cas où ils s'évadent en Syrie que s'ils sont rapatriés, qu'ils sont condamnés, pour certains, à 20 ans de prison. Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont les personnes détenues? Y a-t-il des noms connus? Oui, alors les services, évidemment, savent qui est détenu. Alors je ne sais pas si ils ont pu tous les interroger, en tout cas les soldats français qui sont sur place. Maintenant, au niveau des experts qui n'ont pas de source policière ou au niveau des journalistes, oui, on sait qu'il y a des figures connues de l'État islamique. Pas forcément des gens qui étaient très impliqués dans l'appareil militaire de l'État islamique, mais des gens qui étaient très impliqués dans le pôle communication qui sont détenus. D'ailleurs, on peut voir que dans le fameux milieu des Toulousains djihadistes, bon, il y a encore Fabien Klein qui est toujours dans l'État islamique, par exemple que ce soit Thomas Barnoin ou ses proches qui étaient autour, il y en a très peu qui ont été tués. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient surtout dans le pôle communication. Et au moment où l'État islamique et ses infrastructures se sont effondrées, comme eux, ils n'étaient pas des combattants, ils ont essayé de rejoindre la Turquie et ils se sont fait capturer à ce moment-là. Donc, essentiellement, dans ceux qui sont détenus, il n'y a pas des gens qui étaient spécialement des gros guerriers ou des combattants ou des membres actifs de Katiba combattante, mais pour la plus grosse majorité, enfin en tout cas dans les figures qui sont connues, une dizaine à peu près qui sont dans le milieu des Toulousains, c'est surtout des djihadistes qui étaient des responsables de la communication de l'État islamique sur le pôle français. Et donc concrètement, aujourd'hui, si la France refuse leur rapatriement, on ne sait pas ce qui va se passer pour eux là-bas en Syrie. De toute façon, si la France refuse leur rapatriement, soit ils restent dans les prisons des IPG, jusqu'à être jugés. Alors, je crois qu'ils voudraient libérer les femmes, en tout cas les IPG, mais donc soit ils restent sous domination des IPG, et alors c'est le meilleur scénario pour les intérêts français, soit le territoire contrôlé par les IPG et les djihadistes qui sont dans les prisons tombent entre les mains du régime syrien, et alors dans ce cas-là, tant que le régime syrien a des relations diplomatiques abominables avec la France, là forcément, il y a un risque pour les intérêts français. Soit le territoire contrôlé par l'IPG et les détenus islamistes tombent entre les mains de la Turquie et des rebelles syriens, et c'est à peine mieux pour les intérêts français, parce que souvent il y a des conflits en tout cas au niveau diplomatique, entre les responsables français et les responsables turcs. Et un quatrième scénario, c'est une évasion pure et simple, alors soit quand ils sont détenus par les IPG, soit par le régime syrien, soit encore par les Turcs et les rebelles syriens. En plus, avec les rebelles syriens, on sait qu'il y a beaucoup de corruption au sein de la rébellion syrienne, le nombre de gens qui étaient au départ, qui étaient des journalistes, qui étaient couverts, protégés par les rebelles syriens, qui ont fini en otage, etc. Donc, alors, je suis même en train de penser, s'ils sont détenus après par les rebelles syriens alliés de la Turquie, le risque d'évasion est presque encore plus grand. Donc, il y a encore aussi donc un scénario d'évasion pure et simple, où ils rejoignent les cellules de l'État islamique qui sont actuellement dans le désert syrien, voire le désert irakien. Et donc, si la France décide leur rapatriement, comment ça se passera pour eux en France? Alors, quand ils seront rapatriés, donc a priori, les enfants, ils seront pas détenus, ils seront placés. Les femmes, ça dépendra de leur responsabilité, notamment, il y en a beaucoup qui étaient liés au groupe en tout cas aux cellules de communication de l'État islamique. Pour les hommes, ceux dont le rôle est avéré dans les médias prendront une condamnation maximum. Maintenant, pour les impliquer dans des crimes de guerre, ça sera très compliqué effectivement de prouver qu'ils ont participé à des exactions. Maintenant, ceux qui, effectivement, il y en a beaucoup qui étaient responsables des médias de l'État islamique, ont validé, justifié parfois un certain nombre d'exactions de l'État islamique. Donc, effectivement, là, ils auront des comptes à rendre dessus. Mais c'est ça, mais concrètement, la France, quels éléments de preuve elle aura, justement, pour faire condamner ces personnes ? Pour prouver qu'ils ont bien participé à des activités au sein de l'État islamique. Au minimum, ceux qui étaient officiellement dans la communication de l'État islamique, ils justifiaient le discours. Après, on sait que, par exemple, le pôle communication
de l'État islamique, le pôle médiatique était très proche du pôle qui s'occupait de gérer les attentats. Donc après, bon, moi, je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais peut-être qu'ils pourront trouver des éléments. Par exemple, récemment, il y a eu des articles dans la presse, je crois que c'était publié dans Le Monde, qui disaient que, par exemple, le rôle de telle personnalité de l'État islamique, tel Français de l'État islamique, qu'on croyait seulement impliqué dans la branche médiatique, eh ben, il se trouve que son rôle, alors selon les informations qui ont été publiées dans Le Monde, dans la presse, il semblerait que son rôle dans la préparation de l'attentat était beaucoup plus important. Donc bon, ça sera une longue enquête, ça sera de longs procès. Il semblerait que plus on évolue dans le temps, plus les sentences qui s'abattent sur les djihadistes sont lourdes. Donc, bon, on ne sait pas quel sera le procès, quels seront les enjeux, ni quelles seront les condamnations. Et imaginons une simple personne qui a quitté la France, qui a voulu rejoindre l'État islamique en Syrie, puis qui s'est rendu compte, à peine arrivé, que ce n'était pas le bon endroit pour cette personne, mais qui après s'est fait capturer. Bah, en fait, c'est tout le problème des retours. C'est-à-dire que quand l'État islamique était au fait de sa puissance, les gens qui revenaient évidemment, étaient souvent incarcérés. Enfin, au début, ils n'étaient même pas incarcérés, mais souvent étaient incarcérés. Mais plus la situation est devenue difficile pour l'État islamique, plus la crédibilité ou la sincérité des gens qui quittaient l'État islamique était jugée avec scepticisme par les autorités. Bon, je ne parle même pas de l'opinion publique, puisque a priori, bon, l'opinion publique, même depuis le départ, ne voulait pas qu'ils reviennent. Mais disons qu'il y a eu, au fur et à mesure de l'effondrement de l'État islamique, la sincérité a été jugée de moins en moins crédible des revenants au fur et à mesure que l'État islamique s'écroulait. Et le simple fait pour eux d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie suffira à les faire condamner? Ah bah oui, effectivement. Je dirais même que de toute façon, le simple fait d'avoir rejoint des groupes djihadistes en Syrie, voire même des groupes non djihadistes. Il y avait par exemple le groupe salafiste Ahrar al-Shem, qui n'est pas classé comme une organisation terroriste ni par l'Union européenne, ni par les États-Unis. Ils ont été, les gens qui avaient combattu dans ce groupe, il y en a quelques-uns, ils ont été placés en détention préventive. Après, ils ont fini par être acquittés, parce que le groupe, effectivement, n'avait pas de visée terroriste. Il n'était pas classé comme terroriste de toute façon, ni par la France, ni par l'Union européenne, ni par les États-Unis. Et puis, il y a l'exemple de Perle d'Espoir, où effectivement, un certain nombre de personnes qui étaient impliquées dans ce dossier, qui se sont radicalisées par la suite, mais au départ, on les accusait, pour certains, ils ont combattu dans une branche à tendance islamiste, mais une branche de l'ASL, à un moment où l'ASL était soutenue par la France. Donc, il y a eu incarcération préventive systématique des revenants de Syrie. Néanmoins, on peut le dire, il y a une petite minorité d'entre eux qui n'ont pas combattu dans des groupes terroristes. Mais ça reste une petite minorité. À la limite, ça ne fait même pas sens de le rappeler dans une émission généraliste, mais si on veut être précis, il faut le dire. Et alors, est-ce que selon vous, alors la France serait capable, une fois que les troupes américaines se seront retirées, de procéder à des frappes ciblées contre ces terroristes, puisque François Hollande lui-même l'avait reconnu que ça se faisait? Alors, non. Non, parce que effectivement, il pourrait faire de temps en temps des frappes ciblées, mais si par exemple il y a des dizaines de djihadistes à éliminer, clairement non. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de djihadistes, je pense à Rachid Kassim par exemple, ont été tués par des frappes américaines, pas que lui, enfin bon, plusieurs, peut-être 5-6 djihadistes français ont été tués par des frappes américaines, parce que quand les Américains avaient fini leur quota de frappe, on le voit, je l'ai lu dans le livre de Mathieu Sucre récent sur les services secrets de l'État islamique, quand les services américains avaient fini leur quota de frappe, ils demandaient aux Français s'ils n'avaient pas des cibles aussi à éliminer. Mais sans ce soutien américain, de toute façon, la part de la France dans la coalition anti-islamique, c'est infime, les frappes françaises. Donc, le jour où il n'y a plus de dynamique de bombardement régulier sur des cibles déterminées, parce que l'État islamique avait des infrastructures, etc. Quand ils sont dans le désert, c'est plus compliqué de les traquer. Sans la technologie américaine, ça paraît peu probable. Et je me demande si le communiqué qui a été publié hier par les Américains, dans lequel ils appellent les autres nations à rapatrier
les djihadistes qui sont détenus en Syrie, je me demande si ce n'est pas un avertissement pour leur dire qu'on ne fera pas le nettoyage pour vous si jamais vous ne les rapatriez pas. Alors, ce qu'il faut dire, si aujourd'hui la question du rapatriement de ces prisonniers, elle est posée, c'est parce qu'il reste pratiquement plus rien de l'État islamique, c'est ça, en Syrie et en Irak? Non, je pense pas que la question se pose parce que il reste plus rien de l'État islamique en Irak ou en Syrie. À plus forte raison, s'il restait quelque chose, la question pourrait se poser. Là, la question se pose parce qu'il y a un point d'interrogation sur la pérennité du territoire dans lequel sont détenus les djihadistes. Si on restait dans un no man's land, ou alors s'ils étaient détenus par une nation souveraine avec laquelle la France a de bonnes relations diplomatiques ou des relations correctes, comme en Irak, personne ne parle de rapatrier les djihadistes français qui sont détenus dans les prisons irakiennes. La question se pose parce qu'il y a un no man's land juridique en Syrie, parce qu'il y a un gros doute sur la pérennité de ce territoire qui pourrait tomber entre les mains d'adversaires de la France. Et puis, il y a aussi le risque d'évasion, mais on ne peut pas dire à un pays avec lequel on a des relations diplomatiques, vos prisons sont des passoires, il y a plein de djihadistes qui s'évadent régulièrement, on ne peut pas les laisser chez vous. Ça ne se dit pas. Donc la question ne se pose pas pour les djihadistes qui sont détenus en Irak. La question se pose uniquement parce qu'il y a une situation géopolitique particulière dans cette région du nord de la Syrie. Alors, est-ce que vous savez si parmi ces Français qui sont détenus en Syrie, et donc dont la situation est menacée, est-ce que vous savez s'il y en a qui aujourd'hui ont demandé expressément à la France de rentrer? Alors, les femmes, oui. Les femmes, elles ont peur pour leur sécurité au cas où il y a un effondrement du territoire détenu par les forces des IPG. Donc les pères de famille, les mères de famille, ça dépend. Je pense, j'ai pas d'éléments concrets, mais je pense qu'il y a quand même une petite partie des hommes qui savent qu'ils auront eu plus de chances d'être torturés s'ils tombent entre les mains du régime syrien ou des forces rebelles, mais qui se disent que il y a quand même un espoir au final de s'évader et de retrouver complètement leur liberté d'action dans le cas où ils restent. Néanmoins, donc ils savent que s'ils vont en France, ils auront de meilleurs traitements, mais la proportion de chances de s'évader et de retrouver totalement leur liberté et leur liberté d'action est quasi nulle. Donc, pour les femmes, mères de famille, oui, c'est plutôt vouloir rentrer. Pour les hommes, il y a de tout, et parmi eux, certains espèrent qu'il y ait un retournement de situation géopolitique dans la région qui leur permette de, comme c'est souvent le cas dans cette région, de refaire surface. Mais alors, s'ils s'évadent, où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'il y a une nouvelle destination aujourd'hui pour ces personnes? Écoutez, il y a encore des Français qui sont dans le désert, dans l'État islamique, avec les restes de l'État islamique, mais dans la clandestinité. Donc s'ils vont s'évader, a priori, je ne pense pas qu'ils essaieront forcément de sortir du territoire syro-irakien, parce que ceux qui ont essayé de sortir, ils sont fait arrêter. Alors attention, il y a on ne le dit pas, mais il y a une partie des djihadistes français qui ont réussi, enfin une toute petite partie, qui a réussi et pas seulement des Français, des djihadistes arabes, qui a réussi à sortir de Syrie et d'Irak. Certains ils sont repartis sur d'autres territoires de djihad, aux Philippines, en Afrique, etc. Mais d'autres, ils se sont fondus en Turquie dans la masse des réfugiés syriens et ils se font passer pour des réfugiés syriens. Alors, pour un djihadiste français d'origine maghrébine, c'est difficile, mais il peut se faire passer éventuellement pour un réfugié syrien, et à plus forte raison, un djihadiste tunisien, marocain, algérien, qui peut prendre le dialecte syrien, ou en tout cas se faire passer pour syrien plus facilement qu'un djihadiste français, même d'origine maghrébine. Donc, ils peuvent à peu près se fondre parmi la masse des réfugiés syriens en Turquie, mais pour un converti, c'est beaucoup plus dur, encore que c'est possible pour certains, mais c'est beaucoup plus dur, et pour les djihadistes qui sont d'origine asiatique ou africaine, bon là c'est impossible. Mais il y a aussi cette possibilité de se fondre dans la masse dans un autre pays en se mélangeant aux réfugiés syriens. Donc voilà, où est-ce qu'ils peuvent aller? C'est soit dans le territoire syro-irakien, dans le désert, avec les cellules clandestines de l'État islamique, dans des conditions de vie extrêmement dures, soit sortir, mais alors là c'est
plus dangereux. Ça le sera peut-être moins dans le cas d'un retour du conflit dans la zone du nord de la Syrie. Donc quitter le territoire complètement et aller soit aux Philippines, soit en Afrique subsaharienne, parce que la Malaisie et certains pays d'Afrique subsaharienne ne demandent pas de visa aux ressortissants des pays arabes. Donc avec un passeport marocain, tunisien, on peut rentrer en Malaisie, en Indonésie, je crois, dans certains pays d'Afrique subsaharienne, et de là, après, rejoindre soit l'État islamique aux Philippines, quand on est en Asie, soit l'État islamique au nord du Nigeria, près du lac Tchad, soit éventuellement les cellules de ce qui va devenir l'État islamique dans le Grand Sahara, qu'on trouve dans la région du Sahel. Bon, c'est quand même assez difficile. Et il y a aussi le fait de, comme j'ai dit, de rester parmi le flot de réfugiés syriens en Turquie. Bon, il y a différents scénarios. Et effectivement, là, tout de suite, je vous ai dit, le réflexe, c'est que c'était plus simple, s'ils s'évadaient, de rejoindre les cellules clandestines de l'État islamique sur le territoire syro-irakien, plutôt que de passer la frontière, parce que beaucoup se sont fait prendre. Mais effectivement, s'il y a une guerre entre la Turquie et les forces IPG, ou que le régime de Syrie Bachar al-Assad n'arrive pas à se mettre d'accord avec les IPG et qu'il y a du conflit, là encore, ça va fragiliser ce territoire et effectivement, peut-être des gens pourront circuler plus facilement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette question du rapatriement, elle pose débat en Europe, mais les États-Unis, par exemple, eux, ils rapatrient depuis des années déjà. D'un point de vue pragmatique, en réalité, il n'y a pas de débat. Le bon sens pousse à les rapatrier. Le gros problème, c'est que c'est inacceptable pour l'opinion publique et que l'opinion publique ne veut même pas en entendre parler. Je pense que, même à la limite, l'opinion publique veut faire passer la sanction et la punition avant la sécurité. Il y a de ça aussi. Donc, de toute façon, il y a un gros... l'opinion publique américaine est peut-être moins sensible à cette question. Historiquement, pour différentes régions en Turquie, c'est quand même le gouvernement qui décide avant tout des grandes lignes de la lutte antiterroriste, sans trop se poser de questions par rapport à l'opinion publique. En revanche, en France, c'est très différent et il y a un coût politique à les rapatrier. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a un attentat qui est commis par un djihadiste qui s'est évadé, enfin, organisé par un djihadiste qui se serait évadé de prison, jamais on reprochera au gouvernement de l'époque de ne pas les avoir rapatriés. En revanche, si demain, dans quelques années, il y a un djihadiste qui est, après sa sortie de prison et après avoir été rapatrié, qui est impliqué à quelques degrés que ce soit dans l'attentat, là, régulièrement, ça deviendra un élément du débat politique et l'opposition ou ceux qui seront dans l'opposition à ce moment-là, ou qui seront au gouvernement, accuseront le gouvernement de l'époque d'avoir été naïf en rapatriant ces djihadistes. Très bien, merci beaucoup Romain Cahe d'être venu apporter votre analyse sur ce sujet qui pose débat. On l'aura compris, c'est très compliqué encore aujourd'hui de s'en sortir. À très bientôt. À bientôt.